Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Il y a des histoires qui ne laissent pas indifférents, surtout quand il s'agit d'histoires vécues. Nous avons choisi aujourd'hui de vous raconter celle d'un jeune homme trouvé bébé par Mère Teresa dans une décharge en Inde et qui est aujourd'hui essayiste et professeur de philosophie en France. De son parcours en rupture, Emmanuel Leclerc en a fait une force et une philosophie de vie qu'il veut communiquer à la jeune génération. C'est ce dont nous parlerons durant 2 dimanches. Ce matin, nous évoquerons son parcours, mu par le questionnement. Et la semaine prochaine, nous parlerons de ses engagements empreints de sagesse et de bienveillance envers les autres. Nous avons donc le grand plaisir de retrouver Emmanuel Leclerc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous enseignez donc la philosophie en terminale à Dreux. Vous enseignez également l'éthique de l'intelligence artificielle. Vous avez eu une formation de séminariste au sein de l'Église catholique. Et vous êtes essayiste, conférencier et travaillez activement à démocratiser la philosophie et à trouver et à faire trouver la sagesse. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Alors tout d'abord, on va s'intéresser un petit peu à vos origines. Vous êtes indien sans lettres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? C'est vrai, je suis indien sans lettres. En fait, je suis né en Inde. Et le plus grand mystère de ma vie, c'est les 10 premiers jours. Personne ne sait ce qui s'est passé les 10 premiers jours. Je suis né dans les bidonvilles de Mumbai. Et 10 jours après ma naissance, on m'a retrouvé dans une poubelle. Et c'est Mère Teresa qui m'a retrouvé dans la poubelle. Et pour moi, ces premiers 10 jours seront les 10 jours les plus inconnus de ma vie. Et je suis resté 11 mois dans cet orphelinat. Et à la fin de ces 11 mois, j'ai eu la chance d'être adopté par une famille française qui ont adopté 5 enfants, une famille qui a adopté 5 enfants, 2 Indiens, 2 Français, 1 Haïtien. Et finalement, j'ai atterri, dans tous les sens du terme, dans ce cocon familial. Et je dois vraiment tout à mes parents. Oui, c'est un départ de vie qui tient de plusieurs miracles. Hein. Celui déjà que Mère Teresa vous ait trouvé, parce que c'était pas évident qu'elle soit à Mumbai et non pas à Calcutta. C'est vrai. Et puis celui d'être tombé aussi dans une famille aimante, Oui. Qui vous a donné énormément d'amour et d'instruction et tout ce qu'il fallait pour démarrer. Oui, tout à fait, mais je rajouterai un 3e miracle que je mettrai en tout premier, qui est la vie, le miracle de la vie. Je crois que c'est le tout premier miracle, que, si nous sommes là, c'est que finalement, il s'est passé quelque chose de très très mystérieux. Donc finalement, ce miracle de la vie, c'est celui par lequel nous sommes là, et le sens que l'on doit donner aussi à ce miracle, à la vie. La vie et la survie, parce que vous en avez fait quelque chose de cette survie. J'en ai fait une force. J'en ai fait une force. Et vous savez, cette force, finalement, où la puise-t-on ? Je crois que déjà, cette force, il faut la puiser dans l'acceptation de qui l'on est. L'acceptation de son parcours, l'acceptation de son histoire, l'acceptation des personnes aussi qui nous entourent. Finalement, il y a tout un processus, un cheminement intérieur à avoir. Vous pensez que le démarrage de votre vie, justement, ça a été un coup de chance, ça a été la chance, un coup de pouce à quoi vous devez tout ça ? Moi, je le prends comme une chance, je le prends comme une force, je le prends aussi comme une manière, un départ, mais qui propulse, n'est-ce pas, sur le chemin de la vie. J'ai toujours pensé que le plus beau cadeau de la vie, c'est d'être en vie. Et le plus beau cadeau de la vie, c'est d'être en vie. Mais maintenant, que faire de cette vie ? Quel sens donner à cette vie ? Et lorsque un jour, j'ai donné une conférence et qu'on m'a posé cette question, je dis, le sens de ma vie, c'est de remercier mes parents qui m'ont donné la vie. Et je veux faire de ma vie un cadeau pour les autres, un cadeau pour mes parents, un cadeau pour mes parents qui m'ont adopté et un cadeau pour toutes les personnes que je rencontre. Alors, pour revenir à l'Inde, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller sur votre terre natale et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que j'y suis retourné en 2017. C'est assez récent, il y a 5 ans, je n'étais jamais retourné. Et c'est à la sortie du séminaire que mon évêque m'a dit « il faudrait que tu retournes en Inde ». Et donc, j'ai tenté d'organiser avec un prêtre ce voyage. Et c'était un voyage, non pas pour aller retrouver mes parents, parce qu'on n'avait absolument rien aucune trace. Il y avait quand même 2 traces. La première, et je l'ai appris quand je suis retourné en Inde, que sur mon cou, il y avait un collier sur lequel était inscrit mon prénom indien, qui est Robin en français, et sur mon bras, il y avait écrit le prénom de maman, Shubhadra, c'était signé Shubhadra, qui veut dire en hindi la bonne mère, et ma date de naissance. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, il y a simplement 5 ans que j'ai appris
que j'avais été abandonné 10 jours après ma naissance. Je ne savais pas. Ça a été un retour aux sources et je me dis une action de grâce en remerciement, vraiment. Alors vous êtes allé justement aussi dans l'orphelinat qui vous a accueilli, les Sœurs de la Charité, qui vous a fait grandir pendant 11 mois. Quel est l'engagement que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de l'Inde? Je dois tout à l'Inde. Et vous savez, j'écris des livres et les recettes de mes livres vont pour l'Inde, puisque je suis en train de faire construire une salle de sport pour les enfants de la rue dans mon bidonville. Parce que le sport, j'aime beaucoup le sport déjà, et puis le sport fédère beaucoup. Et les enfants se retrouver avec une activité sportive, ça unit, ça réunit, et ça met en harmonie les différences. La plus grande richesse de l'humanité, c'est la différence. Faut-il encore accepter cette différence et en faire une force pour avancer? Alors, on va venir un petit peu à vos années de formation en France, parce que là aussi, vous expliquez dans votre livre, dans votre autobiographie, que c'est pas toujours facile finalement. On a une idée de ce qu'on veut être ou de ce qu'on veut faire dans la vie, et puis ça se passe de façon différente. Parfois, il faut l'accepter, parfois, voilà, on s'apitoie un peu sur son sort. Par exemple, vous avez eu une scolarité un petit peu en dents de scie, si on peut dire. Oui, j'ai eu une scolarité assez étonnante parce que je n'étais pas doué pour les études. Vraiment, voilà, j'ai passé mon bac avec beaucoup de difficultés, je suis allé au rattrapage, etc. Je donne une petite anecdote. Un prof, un de mes enseignants en seconde m'avait dit « Emmanuel, tu n'as pas les capacités intellectuelles pour faire des études. On espère que tu auras des capacités manuelles. On te propose d'être groom dans un hôtel. » Et finalement, en prenant du recul, c'était une force. Je me suis dit, je vais lui prouver le contraire. Et je suis parti dans la philosophie parce que j'aime la philosophie. Pourquoi? Parce que de nature, je suis très curieux. Et la philosophie, ce n'est pas trouver les bonnes réponses, c'est savoir se poser les vraies questions. Voyez. Et donc, se poser les vraies questions, les questions existentielles, n'est-ce pas? Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, qui, à mon sens, est fondamental. On ne se pose pas une bonne question ou une vraie question quand on demande aux étudiants ce qu'ils veulent devenir. Moi, je ne leur demande pas ce qu'ils veulent devenir. Qui voulez-vous être? L'être, finalement, le fondement. Avant de savoir ce que l'on veut faire, il faut d'abord savoir qui l'on est. Et c'est fondamental pour un parcours d'étudiant, un parcours de jeune, finalement un parcours de toute personne. Donc mes études n'ont jamais été faciles. Je me suis accroché et finalement, on n'a rien sans rien. La vie est un combat. On y est arrivé, tant bien que mal. Alors justement, à la question « Que voulez-vous être ?», vous vouliez être prêtre. C'est vrai. Et pourquoi? Je voulais être prêtre parce que lorsque j'ai été adopté, j'ai atterri dans une famille pratiquante, croyante, chrétienne, et donc on allait tous les dimanches à la messe. Et finalement, ce cocon dans lequel j'ai vécu a été pour moi très salvateur. Je le dis vraiment très salvateur parce que un des plus beaux cadeaux que mes parents m'ont donné, c'est la foi. M'ont transmis, c'est la foi. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une force énorme. Une force énorme que j'essaie non pas seulement de transmettre, mais avant tout de vivre. Donc c'est vrai que cette foi que j'ai eue, j'ai puisé tout ce que je fais maintenant, je l'appuie dans cette foi, qui est une force, qui est un élan, et qui est non pas une finalité, mais un chemin de vie. C'est vous qui avez renoncé finalement à rester dans l'église, Non, moi j'aurais voulu rester. Et puis mes supérieurs m'ont dit, voilà, on pense que tu n'es pas fait pour servir l'église, donc on te conseille de partir. Et ça a été très difficile. Hein. Vous savez, quand on est dans un milieu qu'on aime beaucoup et qu'on nous dit il faut partir, ça fait poser beaucoup de questions. Et là, à la fin de ce séminaire, j'ai quand même vécu 4 ans au séminaire, il me restait 1 an et demi, vous voyez, pour être ordonné diacre, et puis après 2 ans pour être ordonné prêtre. En prenant du recul, je me dis, voilà, pourquoi je suis passé par telle situation, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup cette phrase du cardinal Newman. Newman qui dit, on ne rencontre jamais Dieu au quotidien, mais c'est plus tard en voyant son passé qu'on voit le chemin qu'il nous a tracé. Et quand je regarde mon passé, je me dis, voilà, je suis passé par-ci, par-là, pour en arriver là. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer, et je dis bien essayer, de vivre l'instant présent, qui est le plus grand combat de la vie. Devenir enseignant aussi vous a peut-être posé certaines questions? En fait, avant de rentrer au séminaire, j'avais commencé, j'enseignais déjà.
Voilà, j'ai fait un break pour le séminaire. J'ai toujours été passionné par la transmission et la réception. Ce mot éducation est tellement fondamental. Educare en latin, qui est grandir et faire grandir. L'enseignant, je dirais le vrai enseignant, c'est celui qui transmet, celui qui fait grandir ses étudiants. Et moi, mes étudiants me font grandir, mais complètement, par leur diversité, par leur richesse, par leur être, par leur regard, par leur sourire, tout simplement par leur cœur. L'enseignement, c'est un cœur à cœur avec nos étudiants. Vous avez peut-être quelque chose à dire justement en tant que jeune enseignant, parce que vous êtes quand même très jeune. Quand vous avez eu vos premiers élèves, vous étiez encore plus jeune. Quel message vous avez envie de donner à ceux qui se lancent dans l'enseignement, tout à fait laïquement, hein, bien sûr? Laissez-vous déstabiliser. Vraiment, laissez-vous déstabiliser. Parce que se laisser déstabiliser, c'est se remettre en question. Se remettre en question, c'est une sagesse, c'est une forme de sagesse, voyez. La sagesse, c'est vraiment... Pourquoi j'ai fait de la philosophie, l'amour de la sagesse, l'étymologie. Mais qu'est-ce que la sagesse? Et quand je donne des formations à des enseignants ou à des adultes, je leur dis, la philosophie, l'amour de la sagesse, mais qu'est-ce que la sagesse? L'amour du vrai, du beau et du bien. Eh bien, c'est en se laissant déstabiliser par ses étudiants, par ses collègues, etc., qu'on s'approche, qu'on goûte un tout petit peu cet amour du vrai, du beau et du bien. Alors, tout ce que vous nous dites semble très positif, très optimiste, mais est-ce que vous avez eu des moments de doute, justement, de désespoir, de renoncement? Je passe ma vie à douter. Je passe ma vie à douter parce que le doute, finalement, c'est une force. On voit souvent le doute comme négatif, comme pessimiste. Non, je pars du doute. Dans ce sens-là, je suis assez cartésien. Je pars du doute pour en faire une force et pour me remettre en question encore plus afin d'essayer d'être toujours dans le vrai, le beau et le bien. Mais la vie étant un combat, on a tous nos faiblesses, et heureusement. Et c'est cette acceptation des faiblesses qu'on fait la force. Voyez. Mais j'ai des doutes, j'ai des faiblesses, j'ai des remises en question. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Cependant, et je vois parfois avec mes étudiants, qu'est-ce que je fais ici? Je vois mes étudiants qui sont là, ils regardent. Il y a toujours, soit un regard, soit une parole, soit un sourire qui me donne le sens et qui dit, tu dois être là. C'est-à-dire que le regard des autres peut être réconfortant, mais aussi déstabilisant. Oui, à la fois réconfortant et déstabilisant. Et nous sommes dans une société où on vit beaucoup, malheureusement, mais c'est ainsi, par le regard des autres. Les autres, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et finalement, là aussi, c'est un combat de chaque instant. On ne vit pas pour les autres. On ne vit pas pour les autres, même si on a cette mission avec les autres. Mais d'abord pour soi, avec ce regard sur les autres, et un regard qui ne soit absolument pas un regard de jugement, mais un regard de sagesse. Merci, ce sera tout pour cette première émission. Merci infiniment de nous avoir répondu, Emmanuel Leclerc. Nous vous retrouverons pour la suite la semaine prochaine. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, La vie est un combat, accepte-le, d'Emmanuel Leclerc, édition Alicio. En révélant sans détour ses origines misérables, ses difficultés scolaires, ses déceptions et ses désillusions quant au parcours qu'il aurait souhaité vivre, notre invité expose sa philosophie de vie, résolument positive et altruiste, un livre plein d'énergie communicative pour donner ou redonner confiance en la vie. Le plaisir de penser, une introduction à la philosophie d'André Comte-Sponville chez Vuibert. Et puis La pensée du Bouddha de Richard Gombrich chez Le Prunier-Sully. Voilà, cette première partie d'émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur la plateforme de France.tv. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Merci.